Si tu pouvais voyager 1 milliard d'années dans le futur, à quoi ressemblerait notre précieuse planète Terre ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour une incroyable épopée temporelle, un voyage où chaque seconde te catapulte des milliers d'années en avant. Au-delà des constellations familières, au-delà de l'infini cosmique, tu vois une lueur, un point d'azur et d'émeraude. C'est elle, notre Terre. Mais est-elle la même que celle que nous connaissons de nos jours ? A-t-elle conservé ses océans, ses montagnes, ses forêts luxuriantes ? Ou s'est-elle transformée de façon méconnaissable, modelée par le temps ? Des réponses que nous trouverons au cours de cette odyssée. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Les astrophysiciens ont été les premiers à aborder la question de la viabilité à long terme de la biosphère. Les études antérieures portant sur la possibilité d'une future habitabilité de la Terre se sont principalement focalisées sur l'interaction entre le réchauffement du Soleil lors de sa transformation en géante rouge, le cycle géochimique carbonate-silicate et la perte d'eau. De nouvelles études ont permis aux scientifiques de prédire l'habitabilité future de la Terre en se basant sur des modèles détaillés. Ces modèles prennent en compte l'influence du Soleil sur les cycles géochimiques, tels que ceux du carbone, de l'oxygène, du phosphore et du soufre. De plus, les chercheurs ont inclus le cycle du méthane, qui englobe le métabolisme des organismes vivants, ainsi que l'échange redox entre la croûte et le manteau. Ces éléments permettent de suivre les processus qui contrôlent le niveau d'oxygène dans l'atmosphère sur une échelle géologique. Ainsi, il est possible de prédire l'évolution de la planète sur des milliards d'années dans le futur. Les scientifiques ont adopté une approche stochastique en sélectionnant aléatoirement des paramètres pour le modèle, y compris des variations dans le taux de dégazage du manteau terrestre et l'accélération de l'érosion. Ils ont établi les conditions initiales pour la Terre il y a 600 millions d'années, puis ont exécuté le modèle environ 400 000 fois, couvrant l'évolution de la planète jusqu'à nos jours. Parmi l'ensemble des essais effectués, seulement environ 5000 ont reproduit des conditions similaires à celles de la Terre moderne. Ces résultats ont alors été utilisés pour prédire l'évolution future de notre planète. Malgré une certaine incertitude, aucun des scénarios ne prédit une atmosphère enrichie en oxygène pendant encore plus de 1,5 milliard d'années. Cette hypothèse ne pourrait se réaliser que dans le scénario évidemment impossible, dans lequel le Soleil n'augmenterait pas sa luminosité. Comme par le passé, la Terre continue d'être un système en constante évolution. La planète a connu une série de périodes de réchauffement et de refroidissement. Les périodes glaciaires reviendront, tout comme les périodes de réchauffement extrême. Les processus tectoniques continueront de déplacer les continents, de fermer et d'ouvrir les océans. La chute d'un astéroïde géant ou l'éruption d'un supervolcan porteront à nouveau un coup sévère à la vie sur Terre. De nombreux détails de l'histoire de la Terre sont pour la plupart inconnus, voire complètement inconnaissables. Mais l'étude du passé ainsi que des lois de la nature donnent une idée du scénario de l'évolution globale de notre planète. De nombreux scientifiques soutiennent l'hypothèse que l'avenir à long terme de la biosphère est en quelque sorte une image miroir de l'histoire. Les différents types de biosphères disparaîtront dans l'ordre inverse de leur apparition. Les changements climatiques actuels sont observés partout dans le monde. Depuis les rives de la baie de Chesapeake, les marées signalent une augmentation constante du niveau des marées par rapport aux décennies précédentes. Année après année, le Sahara s'étend plus au nord, transformant les terres agricoles autrefois fertiles du Maroc
en un désert poussiéreux. La glace de l'Antarctique fond rapidement et se brise. Les températures moyennes de l'air et de l'eau augmentent constamment. Tout cela reflète un processus de réchauffement climatique progressif. Un processus que la Terre a connu d'innombrables fois dans le passé et continuera de vivre à l'avenir, mais qui est aujourd'hui largement amplifié par l'activité humaine sur une période relativement courte à l'échelle des temps géologiques. Le réchauffement peut s'accompagner d'autres effets, parfois paradoxaux. Le Gulf Stream, un puissant courant océanique qui transporte l'eau chaude de l'équateur vers l'Atlantique Nord, est entraîné par de grandes différences de température entre l'équateur et les hautes latitudes. Si en raison du réchauffement climatique, le contraste de température diminue, comme le suggèrent certains modèles climatiques, alors le Gulf Stream pourrait s'affaiblir ou s'arrêter complètement. Par ironie du sort, le résultat immédiat de ce changement sera de transformer le climat tempéré des îles britanniques et du nord de l'Europe, désormais réchauffé par le Gulf Stream, en un climat beaucoup plus frais. Des changements similaires se produiront avec d'autres courants océaniques, par exemple avec le courant venant de l'océan Indien, dans l'Atlantique Sud, au-delà de la Corne de l'Afrique. Cela pourrait provoquer un refroidissement du climat doux de l'Afrique du Sud ou un changement du climat de mousson qui fournit à une partie de l'Asie des pluies fertiles. Lorsque les glaciers fondent, le niveau de la mer monte. Selon les estimations les plus prudentes, il augmentera d'1 demi-mètre au siècle prochain. La fonte des glaces polaires au nord réduira l'aire de répartition des animaux vivant dans ces régions, comme les ours polaires, ce qui est très défavorable à la conservation de la population, dont les effectifs sont déjà en déclin. Le changement rapide des zones climatiques vers les pôles affectera négativement d'autres espèces, en particulier les oiseaux, qui sont particulièrement sensibles aux changements dans les zones de migration saisonnière et d'alimentation. Quels que soient les autres effets du réchauffement qui pourraient être révélés au cours du siècle à venir, il semble que nous entrions dans une période d'extinction accélérée. Connaissant l'histoire de la Terre, de tels événements sont courants et donc inévitables à l'échelle planétaire. Entre les changements très lents et les changements rapides, il y a des processus géologiques qui prennent généralement des siècles, voire des millénaires, notamment des changements dans le climat, du niveau de la mer et des écosystèmes qui peuvent passer inaperçus pendant des générations. La principale menace n'est pas les changements eux-mêmes, mais leur degré. Car l'état du climat, le niveau de la mer ou l'existence même des écosystèmes peuvent atteindre un niveau critique. L'accélération des processus de rétroaction positive peut frapper notre monde de manière inattendue. Ce qui généralement demande plusieurs millénaires peut se produire en l'espace de plusieurs dizaines d'années. Pour mieux comprendre les conséquences d'une hausse rapide et brutale du climat, revenons en arrière. Il y a 56 millions d'années, pour découvrir le plus important réchauffement climatique connu sur Terre à ce jour. Cette époque a considérablement affecté l'évolution et la répartition des mammifères, causant également des extinctions, des modifications de la flore et d'énormes migrations de la faune. Pour te donner une idée, le globe était légèrement différent pendant l'Éocène. L'isthme du Panama ne connectait pas encore l'Amérique du Sud et du Nord, ce qui permettait une circulation océanique entre le Pacifique et l'Atlantique. Cette circulation permettait à l'Antarctique de ne pas être thermiquement isolée, comme c'est le cas aujourd'hui, le passage de Drake n'étant alors pas ouvert. L'Antarctique était donc relié à l'Amérique du Sud à cette époque. Cette disposition des masses continentales, combinée à des niveaux élevés de CO2, explique qu'il n'y avait pas de calotte glaciaire sur Terre. Durant cette période, des palmiers poussaient en Antarctique, dont la température se situait entre 10 et 25 degrés. Des fossiles d'alligators du genre éteint Alognathosuchus ont également été trouvés en Arctique. Dans les océans, les eaux de surface atteignaient presque 36 degrés par endroit. Des études palynologiques montrent l'existence
il y a 55-50 millions d'années, d'une mangrove autour de l'océan Arctique, sur les îles de Nouvelle-Sibérie et dans le delta du Mackenzie au Canada. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène dura environ 20 000 ans au sein d'une période de 6 millions d'années de réchauffement graduel. L'étude du maximum thermique est importante pour notre époque, car il s'agit du changement de température le plus célèbre et le plus documenté de l'histoire de la Terre. Il est estimé qu'à cette époque, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a pu atteindre des valeurs très supérieures à 1000 parties par million, ou ppm. C'est bien plus que la concentration actuelle, qui est d'environ 415 ppm. Probablement provoquée par une intense activité volcanique, une augmentation relativement rapide du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère, deux gaz à effet de serre indissociables. Cet épisode a entraîné un réchauffement de 5 à 8 degrés sur une période de 10 000 à 20 000 ans. Lors de ces événements, entre 1500 à 5000 gigatonnes de carbone furent relâchées dans le système océan-atmosphère en 1000 ans. Cela équivaut entre 1 à 5 milliards de tonnes de CO2 relâchées chaque année dans l'atmosphère pendant 1000 ans. Pour te donner un ordre de grandeur, 40 milliards de tonnes de CO2 ont été libérées par les activités humaines en 2022. Il est important de noter que les écosystèmes terrestres et les océans absorbent environ la moitié des émissions de CO2 d'origine humaine chaque année. Ce processus est connu sous le nom de puits de carbone. Ainsi, environ 50% du CO2 émis par l'activité humaine reste dans l'atmosphère, tandis que l'autre moitié est absorbée par les océans et la biomasse terrestre. Une étude de 2016 basée sur des analyses isotopiques du carbone piégé dans des carbonates sédimentaires de cette époque suggère qu'il a fallu 4000 ans environ pour purger cet excès de carbone. Mais au rythme des émissions actuelles, combien de temps faudra-t-il à la Terre pour réduire notre surplus de carbone ? Sans aucun doute, ce sera un problème pour le futur de l'humanité. Mais cela exercera un très faible impact sur l'évolution future de la Terre. Dans le pire des cas, ça ne sera pas la fin du monde. Ça sera la fin de notre monde. Le refroidissement climatique qui a commencé au Cénozoïque, causé par l'absorption de l'azote atmosphérique par les bactéries du sol, va se poursuivre. Par conséquent, il est difficile de s'attendre à un réchauffement climatique significatif dans les 100 à 200 prochains millions d'années. Le réchauffement du climat, amorcé après la période glaciaire il y a 10 000 ans, est très probablement temporaire et associé à des fluctuations de l'activité magnétique du Soleil et à cause d'un léger changement orbital qui a rapproché la Terre du Soleil à l'été boréal. Des mesures de paléotempérature, réalisées à partir de restes foraminifères planctoniques de la mer des Sargasses sur les 3000 dernières années, confirment que l'augmentation locale des températures moyennes actuelles se produit dans un contexte de refroidissement général du climat. Il est intéressant de noter qu'il y a environ 100 millions d'années, la Terre ne possédait pas de calotte glaciaire et les températures moyennes avoisinaient les 17 degrés, alors qu'elles sont actuellement descendues à 15 degrés. Cette légère diminution des températures a entraîné le début d'une nouvelle période glaciaire au milieu du Cénozoïque, avec la formation de glace sur l'Antarctique, puis des glaciations périodiques sur les continents d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie pendant le Quaternaire. Selon les hypothèses des experts concernant l'élimination progressive de l'azote de l'atmosphère terrestre et son enfouissement dans la croûte terrestre, ainsi que la teneur en azote organique des précipitations, un refroidissement lent du climat devrait se poursuivre à l'avenir, malgré une augmentation de l'activité solaire. Ce refroidissement progressif aboutira éventuellement à un nouvel état d'équilibre avec un climat plus frais. Cependant, ce nouveau niveau climatique, influencé par le métabolisme des micro-organismes décomposeurs d'azote, pourrait ne pas être très propice à la prospérité des formes de vie complexes sur Terre.
Ainsi, lorsque la nouvelle ère glaciaire se produira dans l'hémisphère nord, elle pourrait être particulièrement sévère. Dans un avenir prévisible, le facteur le plus important déterminant l'apparence des continents terrestres est la glace. Pendant des centaines de milliers d'années, la profondeur des océans était fortement dépendante du volume total d'eau gelée sur Terre, y compris les calottes glaciaires des montagnes, les glaciers et les calottes glaciaires continentales. L'équation est simple. Plus le volume d'eau gelée sur Terre est important, plus le niveau d'eau dans l'océan est bas. Le passé est la clé pour prédire l'avenir. Mais comment connaissons-nous la profondeur des anciens océans ? Les observations satellitaires du niveau des océans, bien qu'incroyablement précises, ont été limitées aux 2 dernières décennies. Des mesures du niveau de la mer par des jauges de niveau, bien moins précises et sujettes à des variations locales, ont été recueillies au cours du dernier siècle et demi. Les géologues côtiers utilisent la cartographie des caractéristiques de localisation pour étudier les zones côtières. Par exemple, ils examinent les littoraux anciens, tels que les terrasses côtières élevées, qui peuvent être identifiées grâce aux dépôts sédimentaires marins côtiers datant de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces zones élevées peuvent indiquer des périodes passées de montée des eaux. Les positions relatives des coraux fossiles, qui poussent généralement sur la plateforme océanique peu profonde chauffée par le soleil, pourraient prolonger notre historique des événements passés, mais cet enregistrement sera modifié car des formations géologiques montent, coulent et s'inclinent sporadiquement. Un indicateur moins évident du niveau de la mer a attiré l'attention de nombreux experts. Ce sont les changements dans les rapports isotopiques de l'oxygène dans les petites coquilles de mollusques marins. Grâce à leur capacité à réagir aux changements de température, les isotopes de l'oxygène fournissent la clé pour déchiffrer le volume de la couverture de glace terrestre dans le passé et par conséquent, les changements du niveau de l'eau dans l'ancien océan. Mais la relation entre la quantité de glace et les isotopes de l'oxygène est délicate. On pense que l'isotope le plus abondant de l'oxygène, représentant 99,8% de l'oxygène de l'air que nous respirons, est l'oxygène léger 16, avec 8 protons et 8 neutrons. Un atome d'oxygène sur 500 est de l'oxygène lourd 18, 8 protons et 10 neutrons. Cela signifie qu'une molécule d'eau sur 500 dans l'océan est plus lourde que la normale. Lorsque l'océan est chauffé par les rayons du soleil, l'eau contenant les isotopes légers de l'oxygène 16 s'évapore plus rapidement que l'oxygène 18. Et donc le poids de l'eau dans les nuages à basse latitude est plus léger que dans l'océan lui-même. Au cours du mouvement inévitable des nuages vers les pôles, l'oxygène de leur molécule d'eau constitutive devient beaucoup plus léger que dans l'eau de mer. Lorsque les précipitations tombent sur des glaciers polaires et les glaciers, les isotopes légers se solidifient dans la glace et l'eau de mer devient encore plus lourde. Pendant les périodes de refroidissement intense de notre planète, lorsque plus de 5% de l'eau terrestre se transforme en glace, l'eau de mer devient particulièrement saturée en oxygène 18 lourd. Pendant les périodes de réchauffement climatique et de recul des glaciers, le niveau d'oxygène 18 dans l'eau de mer diminue. Ainsi, des mesures minutieuses des rapports isotopiques de l'oxygène dans les sédiments côtiers peuvent donner un aperçu rétrospectif des changements dans le volume de glace de surface. C'est exactement ce qu'une équipe de géologues de l'université Rutgers fait depuis des décennies, étudiant les épaisses couches de sédiments marins qui recouvrent la côte du New Jersey. Ces gisements, qui témoignent de l'histoire géologique des 100 000 dernières années, sont saturés de coquilles d'organismes fossiles microscopiques appelés foraminifères. Chaque minuscule foraminifère stocke dans sa composition des isotopes de l'oxygène dans la même proportion que celle de l'océan, au moment où l'organisme a grandi.
La mesure, couche par couche, des isotopes de l'oxygène dans les sédiments côtiers du New Jersey fournit un moyen simple et précis d'estimer la quantité de glace sur une période donnée. Dans le passé géologique récent, la couverture de glace a alterné entre le rétrécissement et l'expansion, accompagné de grandes fluctuations correspondant au niveau de la mer tous les quelques milliers d'années. Au plus fort des périodes glaciaires, plus de 5% du volume d'eau de notre planète s'est transformé en glace, abaissant le niveau de la mer d'une centaine de mètres par rapport à aujourd'hui. On pense qu'il y a environ 20 000 ans, pendant l'une de ces périodes de basses eaux, un isthme terrestre s'est formé à travers le détroit de Bering, entre l'Asie et l'Amérique du Nord. C'est le long de ce pont vers le Nouveau Monde que les humains et les autres mammifères ont migré. À la même époque, la Manche n'existait pas et une vallée sèche s'étendait entre les îles britanniques et la France. Pendant les périodes de réchauffement, lorsque les glaciers ont pratiquement disparu et que les calottes neigeuses se sont amincies sur les sommets des montagnes, le niveau de la mer s'est élevé environ 100 mètres plus haut, submergeant des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoires côtiers sur toute la planète. Des chercheurs ont calculé plus d'une centaine de cycles d'avance et de recul des glaciers au cours des 9 derniers millions d'années. Et au moins une douzaine d'entre eux se sont produits au cours du dernier million. La plage de ces fluctuations frénétiques du niveau de la mer a atteint 180 mètres. Ces cycles peuvent différer légèrement les uns des autres, mais les événements se produisent avec une périodicité évidente et sont associés au soi-disant cycle de Milankovitch, du nom de l'astronome et géophysicien serbe Milutin Milanković, qui les a découverts il y a environ un siècle. Celui-ci a découvert que les changements bien connus dans les paramètres du mouvement de la Terre autour du Soleil, y compris l'inclinaison de l'axe de la Terre, l'excentricité de l'orbite elliptique et une légère oscillation de son propre axe de rotation, provoquent des changements périodiques du climat à des intervalles de 20 000 à 100 000 ans. Ces changements affectent le flux d'énergie solaire atteignant la Terre. Qu'est-ce qui attend notre planète vers les 50 000 prochaines années ? Il est indéniable que de fortes variations du niveau de la mer se poursuivront, avec des périodes de baisse et d'augmentation. Il est probable qu'au cours des 20 000 prochaines années, les calottes glaciaires des sommets s'accroîtront, les glaciers continueront de croître et le niveau de la mer diminuera d'au moins 60 mètres. Ce niveau a été observé au moins 8 fois au cours du dernier million d'années. Cela aura un effet puissant sur les bordures des côtes continentales. La côte est des États-Unis s'étendra sur plusieurs kilomètres vers l'est, à mesure que le talus continental peu profond deviendra exposé. Tous les principaux ports de la côte est, de Boston à Miami, se transformeront en plateaux intérieurs secs. L'Alaska sera relié à la Russie par un nouvel isthme, recouvert de glace, et les îles britanniques pourraient à nouveau faire partie de l'Europe continentale. Les pêcheries abondantes le long des plateaux continentaux feront désormais partie intégrante de la Terre. Quant au niveau de la mer, même s'il baisse, il s'ensuivra une remontée plusieurs milliers d'années plus tard. Vu du ciel, dans 1 million d'années, la Terre ne changera pas tant que ça. Bien sûr, les continents se déplaceront, mais pas à plus de 45 à 60 km de leur emplacement actuel. Le Soleil continuera de briller, se levant toutes les 24 heures. Et la Lune tournera autour de la Terre en un mois environ. Mais certaines choses vont changer assez fondamentalement. Dans de nombreuses régions du monde, des processus géologiques irréversibles transforment le paysage. Les contours vulnérables des côtes océaniques changeront particulièrement sensiblement. Un volcan sous-marin actif au large de la côte sud-est de la plus grande des îles hawaïennes s'est déjà élevé au-dessus de 3000 mètres du plancher océanique et grandit chaque année.
Dans 1 million d'années, une nouvelle île surgira des vagues de l'océan, déjà appelée Loaï. En même temps, les îles volcaniques éteintes au nord-ouest, dont Maui, Oahu et Kauai, se rétréciront respectivement sous l'influence du vent et des vagues océaniques. En ce qui concerne les vagues, ceux qui étudient les roches pour les changements futurs concluent que le facteur le plus actif dans le changement de la géographie de la Terre sera l'avancée et le retrait de l'océan. Un changement dans le taux de volcanisme du rift prendra très longtemps pour affecter cette géographie selon la quantité de lave plus ou moins solidifiée au fond de l'océan. Le niveau de la mer peut chuter de manière significative pendant les accalmies de l'activité volcanique, lorsque les roches du fond se refroidissent et se calment. Les scientifiques pensent que c'est ce qui a causé la forte baisse du niveau de la mer juste avant l'extinction mésozoïque. La présence ou l'absence de grandes mers inférieures comme la Méditerranée, ainsi que le ralliement et l'éclatement des continents, entraînent des modifications importantes de la taille des zones du plateau côtier. Pour imaginer le monde dans quelques centaines de millions d'années, il faut chercher dans le passé des indices permettant de comprendre l'avenir. Les processus tectoniques mondiaux continueront de jouer un rôle important dans le changement de la face de la planète. De nos jours, les continents sont séparés les uns des autres. De vastes océans séparent l'Amérique, l'Eurasie, l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique. Mais ces immenses étendues de terre sont en mouvement constant et leur vitesse est d'environ 2 à 5 cm par an, c'est-à-dire environ 1500 km en 60 millions d'années. On peut établir des vecteurs assez précis de ce mouvement pour chaque continent en étudiant l'âge des basaltes des fonds océaniques. Le basalte près des dorsales médio-océaniques est assez jeune, pas plus de quelques millions d'années. En revanche, l'âge du basalte près des marges continentales dans les zones de subduction peut atteindre plus de 200 millions d'années. Il est facile de prendre en compte toutes ces données d'âge sur la composition des fonds océaniques, de rembobiner la bande de la tectonique globale dans le temps et de se faire une idée de la mobilité géographique des continents terrestres au cours des 200 derniers millions d'années. Sur la base de ces informations, il est également possible de projeter le mouvement des plaques continentales 100 millions d'années à l'avance. Compte tenu des trajectoires actuelles de ce mouvement à travers la planète, il s'avère que tous les continents se dirigent vers la prochaine collision. Dans un quart de milliard d'années, la majeure partie de la masse terrestre de la Terre redeviendra un supercontinent géant. Néanmoins, la structure exacte du futur supercontinent reste l'objet de controverses scientifiques. Il est possible de prendre en compte les déplacements actuels des continents et de prédire leur trajectoire pour les 10 ou 20 millions d'années à venir. L'océan Atlantique s'étendra de plusieurs centaines de kilomètres, tandis que l'océan Pacifique se rétrécira d'environ la même distance. L'Australie se déplacera vers le nord en direction de l'Asie du Sud et l'Antarctique s'éloignera légèrement du pôle Sud vers l'Asie du Sud. L'Afrique se déplacera lentement vers le nord au travers de la mer Méditerranée. Dans quelques dizaines de millions d'années, l'Afrique entrera en collision avec l'Europe du Nord, fermant la mer Méditerranée et érigeant à l'endroit de la collision une chaîne de montagnes de la taille de l'Himalaya. Ainsi, la carte du monde dans 20 millions d'années semblera peu familière. Lors de la modélisation d'une carte du monde dans les 100 millions d'années à venir, la plupart des chercheurs identifient des caractéristiques géographiques communes. Par exemple, convenant que l'océan Atlantique dépassera la taille de l'océan Pacifique et deviendra le plus grand bassin d'eau sur Terre. Selon la théorie de l'extraversion, l'océan Atlantique continuera à s'ouvrir et les Amériques finiront par entrer en collision avec l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. Dans les dernières étapes de cet assemblage de supercontinents,
l'Amérique du Nord fermera l'océan Pacifique à l'est et entrera en collision avec le Japon. Et l'Amérique du Sud s'enroulera dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du sud-est, rejoignant la partie équatoriale de l'Antarctique. Toutes ces parties sont étonnamment combinées les unes avec les autres. Ainsi, le nouveau supercontinent sera un continent unique, s'étendant d'est en ouest le long de l'équateur. Le modèle d'extraversion soutient principalement que les grandes cellules de convection du manteau, situées sous les plaques tectoniques, resteront inchangées dans leur forme actuelle. En revanche, l'approche alternative, appelée introversion, adopte une position opposée en faisant référence au cycle antérieur de fermeture et d'ouverture de l'océan Atlantique. À l'heure actuelle, les deux théories de supercontinent, extraversion et introversion, sont toujours populaires. Quelle que soit l'issue de cette discussion, tout le monde s'accorde à dire que si dans 250 millions d'années, la géographie de la Terre changera sensiblement, elle reflètera toujours le passé. D'après certaines simulations, dans environ 200 millions d'années, les températures moyennes sur Terre devraient légèrement chuter en dessous de 12 degrés. Parallèlement, le niveau mondial des océans diminuera d'environ 200 mètres. Dans cette configuration, les conditions de développement d'une vie complexe demeureront tout à fait favorables aux latitudes basses et moyennes. Ce n'est qu'après environ 400 millions d'années que les températures moyennes à la surface de la Terre chuteront à environ 10 degrés et le niveau de l'océan baissera de plus de 500 mètres par rapport à sa position actuelle. Dans cette situation, tous les continents, du nord au sud, même à des latitudes modérées, seront recouverts de glaciers. Et les régions montagneuses aux latitudes équatoriales seront également gelées. Cependant, cette vague de froid ne sera pas permanente. Au bout d'environ 200 à 300 millions d'années supplémentaires, un équilibre devrait s'établir entre la diminution de la température due à l'élimination bactérienne de l'azote de l'atmosphère et à l'augmentation de la luminosité du Soleil. L'assemblage temporaire des continents autour de l'équateur atténuera l'impact des périodes glaciaires et des changements modérés du niveau de la mer. Là où les continents entrent en collision, les chaînes de montagnes s'élèveront. Le climat et la végétation changeront et les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère fluctueront. Ces changements se répéteront tout au long de l'histoire de la Terre. Un sursaut gamma ou une supernova énorme se produit à moins de 6500 années-lumière de la Terre d'ici 500 à 600 millions d'années. Les sursauts de rayons gamma sont des phénomènes énigmatiques qui semblent être les explosions les plus intenses et énergétiques de l'univers. Et les astronomes supposent qu'ils sont liés à des supernovas extrêmement puissantes. Heureusement, nous n'avons pas encore observé de sursauts gamma suffisamment proches de nous pour comprendre pleinement ce qui se produit. Jusqu'à présent, les sursauts gamma n'ont été détectés que dans d'autres galaxies. Mais si un tel événement se produisait proche de chez nous à l'échelle cosmologique, comme c'est le cas dans environ 500 millions d'années à moins de 6500 années-lumière de la Terre, cela pourrait entraîner une extinction massive. Un sursaut gamma dirigé vers notre direction, ne durant que 10 secondes, pourrait détruire au moins la moitié de la couche d'ozone terrestre. Une élimination à grande échelle de l'ozone pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les chaînes alimentaires, entraînant la mort de nombreuses espèces. Un sursaut gamma anéantirait les formes de vie qui se trouvent à la surface de la Terre et dans les couches supérieures de l'océan, lesquelles fournissent actuellement des quantités importantes d'oxygène à notre atmosphère. Il s'avère que les rayons gamma décomposent également l'oxygène et l'azote présents dans l'atmosphère. Ces gaz se transformeraient en dioxyde d'azote, plus connu sous le nom de smog. Ce dernier envelopperait le Soleil au-dessus des zones fortement polluées.
Si ce smog venait à recouvrir la Terre entière, il bloquerait la lumière du Soleil et déclencherait une ère glaciaire mondiale. En raison des forces de marée, la Lune s'est éloignée de plus de 20 000 km de la Terre. Même dans les cas les plus favorables, le disque lunaire ne peut plus complètement recouvrir celui du Soleil. Dans 600 millions d'années, toutes les éclipses sont désormais de type annulaire. Le destin de la Terre est intimement lié à celui du Soleil, qui, comme toutes les autres étoiles, ne peut briller éternellement. 50 millions d'années après la formation du Soleil, notre étoile est devenue une étoile de la séquence principale. Depuis, sa luminosité a augmenté d'une manière presque linéaire jusqu'à aujourd'hui, augmentant d'environ 1% tous les 110 millions d'années. Dans un délai de 600 millions d'années, notre Soleil subira une transformation graduelle, entraînant une augmentation progressive de sa luminosité et de sa chaleur. Cet accroissement de la luminosité du Soleil aura des répercussions significatives sur notre planète, ce qui se traduira par une augmentation du rayonnement solaire atteignant la Terre. Cette augmentation aura un impact sur les minéraux silicatés présents sur la planète, entraînant une altération accrue de ces minéraux. Cela affectera à son tour le cycle carbonate-silicate, qui est un processus géothermique impliquant l'interaction entre le carbonate et le silicate. L'augmentation de l'altération des roches de surface piège le dioxyde de carbone dans le sol sous forme de carbonate. À mesure que l'eau s'évapore de la surface de la Terre, les roches durcissent, ce qui entraîne un ralentissement de la tectonique des plaques, qui finit par s'arrêter lorsque les océans s'évaporent complètement. Comme il y a moins de volcanisme pour recycler le carbone dans l'atmosphère terrestre, les niveaux de dioxyde de carbone commencent à chuter. Cela fait maintenant des centaines de millions d'années que la Terre connaît une période de froid intense avec une température moyenne de surface d'environ 10 degrés. Mais maintenant, la luminosité croissante du Soleil déclenche l'élévation de la température terrestre, générant une série de problèmes. Les premiers signes néfastes se manifesteront d'ici 600 millions d'années. Mais c'est uniquement lorsque la température moyenne atteindra les 47 degrés Celsius, quand la luminosité solaire sera 10% plus importante qu'actuellement, dans 1,1 milliard d'années, que la situation deviendra critique. À partir de ce seuil, la Terre commencera à perdre progressivement son eau, ce qui aura pour conséquence une modification de son atmosphère, la conduisant à devenir une serre humide à cause de l'évaporation massive de l'eau de surface. À ce moment, la quantité d'eau dans la stratosphère devrait augmenter. Ces molécules d'eau seront décomposées par le rayonnement ultraviolet du Soleil via le processus de photodissociation. Ainsi, l'hydrogène s'échappera de l'atmosphère. Le principal résultat devrait être une disparition des océans dans environ 1,1 milliard d'années. Cette vapeur d'eau élevée dans la stratosphère subira une décomposition chimique se séparant en oxygène et en hydrogène. C'est à ce moment-là que les changements majeurs se produiront. Les températures élevées inciteront les océans à absorber davantage de dioxyde de carbone, un gaz essentiel à la vie végétale. Cette absorption aura pour effet de diminuer la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, provoquant ainsi un déséquilibre dans le cycle vital des plantes. On estime que la planète pourra supporter la vie hautement organisée pendant encore 600 millions d'années à partir d'aujourd'hui, car les prévisions actuelles indiquent qu'après cette période, la luminosité croissante du Soleil aura des impacts significatifs sur la biosphère. Le scénario qui se dessine donc est préoccupant, car non seulement la Terre perdra progressivement son eau précieuse, mais également des gaz vitaux pour le développement des végétaux. Ces événements combinés menacent l'équilibre délicat de notre écosystème. Les températures élevées projetées pour l'avenir inciteraient les océans à absorber davantage de dioxyde de carbone.
ce qui perturberait les processus biologiques essentiels à la vie végétale, accélérant ainsi les problèmes liés à la perte d'eau et à la dégradation de notre atmosphère. Nous nous approcherons de la limite de compensation du dioxyde de carbone de la Terre, un point critique où l'équilibre entre le dioxyde de carbone et l'oxygène devient insoutenable pour la photosynthèse. Dans environ 600 millions d'années, le niveau de dioxyde de carbone sera inférieur à celui nécessaire pour maintenir la fixation du carbone en C3 par photosynthèse utilisée par les arbres. Certaines plantes utiliseront la fixation du carbone en C4 pour survivre à des concentrations en dioxyde de carbone aussi faibles que 10 ppm. Actuellement, 99% des plantes utilisent la photosynthèse de type C3. Leur capacité à convertir la lumière du soleil en énergie diminue progressivement, entraînant un déclin généralisé de la biomasse générale. Si les niveaux de CO2 atmosphérique diminuent, la survie des plantes embryophytes devient difficile, car elles ont besoin d'une concentration minimale d'environ 10 ppm de CO2 atmosphérique. Il est fort probable que l'évolution du vivant permette à un certain nombre d'organismes de s'adapter à ces conditions en utilisant un mécanisme d'acquisition de carbone photosynthétique plus efficace. Lorsque les niveaux descendent en dessous de cette valeur, les plantes complexes commencent à mourir, entraînant une diminution de la production d'oxygène. Cette diminution, combinée à la consommation continue par le biote et à l'oxydation du kérogène, qui sont des carbones organiques dans les roches sédimentaires, conduit à une diminution progressive de l'oxygène atmosphérique jusqu'à ce qu'il atteigne zéro en quelques millions d'années. Les chercheurs estiment que les plantes qui utilisent le processus de photosynthèse C3 pour fixer le dioxyde de carbone atmosphérique devraient disparaître dans 600 millions d'années, et les plantes C4 au plus tard dans 840 millions d'années, en raison de la perte de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Cette disparition massive des plantes aurait des conséquences dévastatrices pour tous les êtres vivants tels que nous les connaissons actuellement. Les plantes sont à la base de la chaîne alimentaire, fournissant de la nourriture et de l'énergie aux herbivores. Leur déclin entraîne une diminution des ressources alimentaires pour les herbivores qui, à leur tour, subissent des conséquences néfastes. Leur population commençant à diminuer et perturbant l'équilibre des écosystèmes. Sans plantes pour produire de l'oxygène par la photosynthèse, les animaux seraient confrontés à une situation désastreuse. Les grands animaux endothermes, comme les mammifères et les oiseaux, seraient probablement les premiers à disparaître en raison de leurs besoins en oxygène plus élevés par rapport aux plus petits animaux endothermes et ectothermes. À mesure que les niveaux d'oxygène atmosphérique diminueraient et que les températures augmenteraient, les mammifères placentaires deviendraient particulièrement vulnérables. Non seulement ils ont des besoins en oxygène plus élevés que les mammifères non placentaires, mais le développement embryonnaire est également très sensible à la chaleur excessive. Les grands mammifères herbivores souffriraient de la diminution des ressources alimentaires à mesure que la disponibilité des plantes diminuerait. Les petits mammifères seraient légèrement moins touchés en raison de leurs besoins en oxygène inférieurs et de leur rapport surface-volume, qui facilite la dissipation de la chaleur. Les mammifères placentaires connaissent des températures corporelles plus élevées que les marsupiaux et les monotrèmes, ce qui les rend potentiellement plus sensibles à l'augmentation des températures. Les oiseaux pourraient mieux s'adapter à la survie que les mammifères plus grands, car leur taille, généralement plus petite, signifie qu'ils ont besoin de moins d'oxygène. En plus, les oiseaux migrateurs en particulier seraient mieux équipés que des animaux de taille similaire, grâce à leur capacité à parcourir de longues distances à la recherche de refuges plus frais. Néanmoins, le nombre de ces refuges diminuerait à mesure que les températures continueraient d'augmenter. Ces refuges seraient également susceptibles de se trouver
à des altitudes plus élevées, où moins de surface terrestre serait disponible, ce qui limiterait la taille des populations à mesure que les espèces migreraient vers des altitudes plus élevées. Les vertébrés ectothermes, tels que les poissons, les amphibiens et les reptiles, pourraient survivre plus longtemps que les animaux endothermes dans ce scénario, grâce à leur meilleure tolérance à la chaleur et à leurs besoins généralement plus faibles en oxygène. Cependant, la diminution de la disponibilité d'eau rendrait certaines espèces d'amphibiens plus vulnérables dans un tel environnement. Les espèces de poissons seraient également en danger, bien que l'évaporation rapide des océans ne se produirait pas encore à ce stade. Les espèces marines pourraient avoir une meilleure capacité de survie par rapport aux espèces d'eau douce en raison du volume d'eau océanique plus important par rapport à l'eau douce. Concernant les ectothermes, la température ambiante influence leur taux métabolique. Une augmentation de la température ambiante entraînerait une augmentation du taux métabolique et donc un besoin accru de nourriture. Par conséquent, les espèces survivantes pourraient être exposées à la famine. Les espèces de reptiles dont la détermination du sexe dépend de la température seraient plus sensibles à l'augmentation des températures. Les invertébrés pourraient être les derniers animaux présents sur Terre avant que toutes les espèces animales ne disparaissent. Certains insectes, tels que les coléoptères, peuvent survivre à des températures atteignant 56 degrés. En général, la vie terrestre serait d'abord plus vulnérable que la vie marine en raison des effets régulateurs de la température de l'eau. Cependant, la perte de végétation terrestre entraînerait une réduction des nutriments atteignant les océans. Les communautés isolées présentes dans les écosystèmes marins, telles que les populations animales vivant près des évents volcaniques, survivraient probablement plus longtemps. Selon la demi-vie de l'oxygène dans l'atmosphère, la vie animale pourrait persister pendant au maximum 100 millions d'années après la disparition des plantes. Certaines cyanobactéries et le phytoplancton pourraient survivre sans les plantes, car elles sont capables de tolérer des niveaux de dioxyde de carbone aussi bas que 1 partie par million. Elles pourraient persister jusqu'à ce que l'atmosphère ne devienne trop appauvrie en dioxyde de carbone pour permettre toute forme de photosynthèse. Dans une étude, des chercheurs ont affirmé qu'une forme de vie animale spécifique pourrait persister même après la disparition de la majeure partie de la vie végétale sur Terre. Ils ont utilisé des preuves fossiles provenant du schiste de Burgess en Colombie-Britannique au Canada pour étudier le climat de l'explosion cambrienne et l'ont utilisé pour prédire le climat futur lorsque les températures mondiales augmenteraient en raison du réchauffement du Soleil et de la diminution des niveaux d'oxygène, entraînant ainsi l'extinction définitive de la vie animale. Initialement, ils s'attendaient à ce que certains insectes, lézards, oiseaux et petits mammifères puissent persister, ainsi que la vie marine. Cependant, sans un apport continu en oxygène de la part de la vie végétale, ils ont estimé que les animaux mourraient probablement d'asphyxie. Même si suffisamment d'oxygène devait subsister dans l'atmosphère grâce à la persistance d'une certaine forme de photosynthèse, la hausse constante des températures mondiales entraînerait une perte progressive de la biodiversité. À mesure que les températures continueraient d'augmenter, les derniers animaux seraient forcés de se déplacer dans les régions polaires, voire sous terre. Ils seraient principalement actifs pendant les périodes de nuit polaire et se mettraient en estivation pendant les périodes de jour polaire en raison de la chaleur intense. Une grande partie de la surface de la Terre deviendrait alors un désert aride et la vie se concentrerait principalement dans les océans. Cependant, en raison d'une diminution des apports de matière organique provenant de la Terre ainsi qu'une réduction de l'oxygène dissous, la vie marine disparaîtrait également, suivant un schéma similaire à celui de la surface terrestre. Ce processus commencerait par la perte d'espèces d'eau douce,
et se terminerait par les invertébrés, en particulier ceux qui ne dépendent pas de plantes vertes, tels que les termites, ou ceux qui se trouvent près des sources hydrothermales, tels que les vers du genre Riftia. Sans CO2, la photosynthèse ne peut plus avoir lieu. Sans la vie végétale pour recycler l'oxygène dans l'atmosphère, l'oxygène libre et la couche d'ozone disparaîtront de l'atmosphère, permettant à des niveaux intenses de lumière UV mortelle d'atteindre la surface. À la suite de ces processus, les formes de vie multicellulaires pourraient s'éteindre dans environ 800 millions d'années, et les eucaryotes dans 1,3 milliard d'années, ne laissant que les prokaryotes. Pour subvenir aux besoins en énergie du Soleil, il faut que les réactions de fusion nucléaire qui se déroulent en son cœur convertissent environ 500 tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Le principal effet de cette alchimie est la réduction progressive des particules, puisqu'il faut 4 noyaux d'hydrogène pour obtenir un noyau d'hélium. Plus la densité de particules diminue, plus la gravité comprime le cœur, plus la température s'élève, plus le rendement des cycles de fusion augmente et plus le Soleil libère de l'énergie. C'est pour cela que la luminosité du Soleil augmente avec le temps qui passe. Accompagné d'un effet de serre efficace, la Terre s'est maintenue à une température stable, hormis quelques périodes de glaciation qui lui ont permis de faire évoluer la vie sur sa surface. Depuis des centaines de millions d'années, la Terre n'a subi aucun changement significatif dans la masse océanique. Cela est au quasi-équilibre des flux entrants et sortants d'eau du manteau. Pour maintenir l'eau à l'état liquide sur notre planète, il est essentiel d'établir un équilibre entre l'énergie solaire absorbée et celle qui est émise, permettant ainsi de maintenir des températures adéquates. Cet équilibre est crucial pour la survie de la vie telle que nous la connaissons. Lorsque la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre augmente, ce qui est observé actuellement, cela entraîne un nouvel équilibre énergétique où l'effet de serre crée une couverture supplémentaire, provoquant ainsi un réchauffement de la surface. La Terre dispose d'un mécanisme de régulation intégré appelé cycle carbonate-silicate, qui contrôle la quantité de dioxyde de carbone présente dans l'atmosphère afin de maintenir un climat stable. Malheureusement, ce cycle opère sur une échelle de temps de l'ordre d'1 million d'années, ce qui le rend trop lent pour être une solution efficace pour le problème actuel du réchauffement climatique auquel nous, les humains, sommes confrontés. Progressivement, même pendant la période calme actuelle de la combustion d'hydrogène, le Soleil s'élève inexorablement en température. Il y a environ 4,5 milliards d'années, au tout début, sa luminosité était équivalente à 70% de celle d'aujourd'hui. Lors du grand avènement de l'oxygène, survenu il y a environ 2,4 milliards d'années, son éclat avait déjà atteint 85% de sa luminosité actuelle. Pendant le prochain milliard d'années, le Soleil continuera à produire de l'énergie nucléaire en convertissant l'hydrogène en hélium. C'est ce que presque toutes les étoiles font la plupart du temps. À mesure que le Soleil transforme l'hydrogène en hélium dans son noyau, le poids moléculaire moyen augmente, ce qui entraîne une augmentation de la température du noyau et de la vitesse de la réaction de fusion, connue sous le nom de chaîne proton-proton. Cela conduit graduellement à une augmentation de la libération d'énergie de l'étoile. Ainsi, le Soleil brillera encore plus intensément. Lorsque la quantité d'énergie entrante augmente, cela peut également contribuer au réchauffement de la planète. C'est précisément ce qui se produit lorsque la luminosité du Soleil augmente progressivement. Bien que le climat de la Terre puisse connaître des variations à plus court terme en raison des saisons,
des changements dans la composition atmosphérique tels que l'ajout de gaz à effet de serre d'origine humaine, ainsi que des facteurs tels que la poussière volcanique et les cycles de Milankovitch, la surface de la Terre connaît un réchauffement lent mais constant en raison de l'augmentation de la luminosité solaire. Pendant un certain temps, peut-être même plusieurs centaines de millions d'années, la rétroaction de la Terre pourra atténuer cet effet. Plus l'énergie thermique est importante, plus l'évaporation est intense. D'où l'augmentation de la nébulosité, qui contribue à la réflexion de la majeure partie de la lumière solaire vers l'espace. L'augmentation de l'énergie thermique signifie une altération plus rapide des roches, une plus grande absorption de dioxyde de carbone et des niveaux de gaz à effet de serre plus faibles. Ainsi, les rétroactions négatives préserveront assez longtemps les conditions de maintien de la vie sur Terre. À un certain point, l'atmosphère terrestre atteindra un seuil où elle ne sera plus capable de maintenir un équilibre énergétique stable, entraînant ainsi l'amplification de l'effet de serre. Ce phénomène est souvent comparé à une serre en fuite, qui se caractérise par une rétroaction positive. Lorsque la surface de la planète se réchauffe, cela entraîne une augmentation de l'évaporation de l'eau dans l'atmosphère. L'eau est un puissant gaz à effet de serre, ce qui renforce l'effet de serre et entraîne un réchauffement supplémentaire de la surface de la planète. Pendant plusieurs millions d'années, la vie cellulaire peut persister dans de telles conditions. Cependant, le moment critique arrivera inéluctablement. Lorsque l'effet de serre deviendra incontrôlable, il entraînera un réchauffement de la surface de la Terre au point où les océans atteindront un état d'évaporation complète. Malgré une quantité accrue de vapeur d'eau près de la surface de la Terre, il n'y aura plus d'océan liquide. Après ça, il ne faudra que quelques centaines de millions d'années pour que les océans s'évaporent, transformant l'atmosphère en un bain de vapeur sans fin. Lorsque les rayons ultraviolets interagissent avec le gaz atmosphérique, ils peuvent entraîner un chauffage supplémentaire du gaz. Cela signifie que davantage de chaleur est transférée à l'eau atmosphérique lors de l'interaction avec l'extrême ultraviolet. En conséquence, l'eau absorbe plus d'énergie et se réchauffe plus rapidement. Cela conduit à une augmentation de l'évaporation de l'eau et par conséquent à une perte d'eau plus rapide de la surface de la Terre. Une autre façon de l'expliquer est d'utiliser le concept de zone habitable, qui fait référence à la région orbitale autour d'une étoile où une planète peut maintenir de l'eau liquide, à condition d'avoir une atmosphère adéquate. Actuellement, le bord intérieur de la zone habitable du Soleil se situe à environ 95% de la distance entre la Terre et le Soleil. Notre planète sera alors complètement dépourvue de vie, mais la véritable apocalypse se produira plus tard. À mesure que la luminosité du Soleil augmentera, le bord intérieur de la zone habitable se déplacera progressivement plus loin. Il est difficile de déterminer précisément quand le bord intérieur de la zone habitable atteindra l'orbite terrestre, mais cela est estimé à environ 1 milliard d'années. Certains extrémophiles peuvent encore vivre dans des refuges à des latitudes plus élevées ou au plus profond du sol, mais ils ne seront que des vestiges éphémères d'une biosphère autrefois exubérante, une situation qui pourrait rappeler la symétrie attrayante des débuts de la vie sur Terre. Il est très probable que la Terre suive le destin de Vénus, devenant ainsi un monde chaud et stérile. La zone habitable de notre Soleil s'étant décalée vers l'extérieur du système solaire, Mars est maintenant situé dans cette zone. Il est possible que la température à la surface de Mars s'élève graduellement. Le dioxyde de carbone et l'eau, actuellement gelés sous le sol martien, seront libérés dans l'atmosphère, créant un effet de serre. Ce dernier réchauffera la planète jusqu'à ce qu'elle atteigne les conditions comparables à celles de la Terre aujourd'hui, offrant potentiellement un nouvel îlot possible pour la vie.
Selon les modèles informatiques, la présence de la Lune semble stabiliser l'obliquité de la Terre, ce qui aide à éviter des changements climatiques dramatiques. Cette stabilité est due au fait que la Lune accélère le mouvement de précession de l'axe de la rotation de la Terre, empêchant ainsi les résonances entre la précession de la rotation et la précession du plan orbital de la planète. L'accélération des marées causée par la Lune a pour effet de ralentir la rotation de la Terre et d'augmenter la distance entre la Terre et la Lune. À mesure que le demi-grand axe de l'orbite de la Lune continuera d'augmenter, cet effet stabilisateur diminuera. À un certain point, les perturbations entraîneront probablement des variations chaotiques de l'obliquité de la Terre, et l'axe d'inclinaison pourrait s'incliner jusqu'à des angles aussi élevés que 90 degrés par rapport au plan de l'orbite. On estime que cela se produira entre 1,5 et 4,5 milliards d'années. Une obliquité élevée entraînerait probablement des changements climatiques dramatiques et pourrait compromettre l'habitabilité de la planète. Lorsque l'inclinaison axiale de la Terre dépasse 54 degrés, l'insolation annuelle à l'équateur devient inférieure à celle au pôle. Il est possible que la planète maintienne une obliquité de 60 degrés à 90 degrés pendant des périodes aussi longues que 10 millions d'années. Les conséquences probables sont l'évaporation des océans, la tectonique des plaques et l'ensemble du cycle du carbone prendront fin. Cela pourrait se produire dans environ 2 à 3 milliards d'années, lorsque la dynamo magnétique de la planète pourrait cesser de fonctionner, entraînant la décomposition de la magnétosphère. Cette situation conduirait à une perte accélérée des éléments volatiles de l'atmosphère extérieure. Dans 2,8 milliards d'années, la température à la surface de la Terre, même au pôle, atteint en moyenne 147 degrés Celsius. La vie est réduite à des colonies unicellulaires dans des micro-environnements isolés et dispersés, comme des cavernes sous terre, et s'éteint partout ailleurs. Chaque seconde, le Soleil émet en direction de notre planète un vent solaire correspondant à un flux d'1 million de tonnes de protons et d'électrons. Ces particules sont arrêtées sur leur trajectoire par les ceintures de Van Allen, le champ magnétique de la Terre. Étendu sur 70 000 km, il tire son origine du noyau terrestre constitué de fer et de nickel. Ce dernier est composé d'une partie solide, la graine, et d'une couche liquide épaisse de 2000 km. Le brassage ininterrompu de la couche de métal liquide entraîne la formation d'un champ magnétique. Actuellement, le rayon du noyau interne augmente à un taux moyen d'environ 0,5 mm par an, ce qui se fait aux dépens du noyau externe. Pratiquement toute l'énergie requise pour alimenter la dynamo est fournie par le noyau interne. Il est prévu que d'ici 3 milliards d'années, le noyau interne absorbe la majeure partie, voire la totalité, du noyau externe, ce qui aboutira à un noyau presque entièrement solidifié, composé principalement de fer et d'autres éléments lourds. L'enveloppe liquide restante sera principalement constituée d'éléments plus légers qui subiront moins de mélange. La dynamique des plaques tectoniques est générée par le transfert de chaleur du noyau terrestre vers la surface. Ce transfert de chaleur s'effectue à travers le manteau par convection, parfois associé à la conduction thermique. Lorsque les panaches de chaleur atteignent la croûte, ils libèrent leur chaleur et sont poussés par de nouveaux panaches chauds. Ce mouvement horizontal dans le manteau supérieur est la force motrice du mouvement des plaques tectoniques. Cependant, au fil du temps, la Terre se refroidit, ce qui entraîne une solidification progressive du noyau externe liquide. Cette solidification réduit la convection dans le manteau, limitant ainsi la puissance disponible pour déplacer les plaques. Finalement, après environ 3 milliards d'années, la convection cessera complètement, mettant fin au mouvement des plaques tectoniques.
Si la tectonique des plaques cesse à un moment donné, l'intérieur de la Terre se refroidira moins efficacement, ce qui ralentira, voire stoppera la croissance du noyau interne. Dans les deux cas, cela pourrait entraîner la perte de la dynamo magnétique. Sans une dynamo fonctionnelle, le champ magnétique terrestre s'affaiblira rapidement sur une période géologiquement courte d'environ 10 000 ans. La disparition de la magnétosphère entraînera une augmentation de l'érosion des éléments légers, notamment de l'hydrogène, de l'atmosphère terrestre vers l'espace, créant des conditions moins propices à la vie. Dans environ 4 milliards d'années, l'augmentation de la température à la surface de la Terre provoquera un effet de serre incontrôlable, créant des conditions encore plus extrêmes que celles de Vénus actuellement. Cela entraînera un réchauffement de l'atmosphère et élèvera la température de surface supérieure à 500 degrés Celsius, suffisamment élevée pour faire fondre la surface de la planète à certains endroits. Néanmoins, une grande partie de l'atmosphère sera retenue jusqu'à ce que le Soleil entre dans sa phase de géante rouge. À ce moment, les biosignatures de la Terre disparaîtront pour être remplacées par des signatures causées par des processus non biologiques. À partir de là, toutes les traces de l'histoire de la vie sur Terre seront totalement effacées. Dans 4,5 milliards d'années, les interactions entre la galaxie d'Andromède M31 et la Voie lactée forment une nouvelle galaxie nommée Milkomeda. La galaxie d'Andromède, également baptisée M31, est une galaxie spirale renfermant jusqu'à 1000 milliards d'étoiles, contre 300 à 400 milliards pour la Voie lactée. Constituée de gaz et de poussière, elle adopte une forme aplatie de disque et contient un bulbe qui se traduit par un renflement sphérique en son centre. Située au départ à 2,55 millions d'années-lumière, la galaxie d'Andromède a toujours été la plus proche de la Voie lactée. Elle s'en est progressivement rapprochée à une vitesse de 120 km par seconde. La rencontre des deux galaxies ne s'apparente pas, au début, à un choc. Étant tellement éloignées les unes des autres, les étoiles vont dans un premier temps se croiser sans se heurter de front, avant de s'éloigner. Cette apparente chorégraphie aboutira quelque temps plus tard à un nouveau rapprochement, qui est cette fois-ci suivi d'une interaction forte entre les deux galaxies. Leurs orbites se retrouvent fortement affectées par l'anarchie des forces gravitationnelles en place durant l'interpénétration des galaxies. Cette rencontre aboutit, après 2 milliards d'années, à la naissance d'un gigantesque système faiblement pourvu de gaz interstellaire. Une nouvelle galaxie, Milkomeda. Contrairement à ses deux parentes, cette nouvelle galaxie est de forme elliptique et les étoiles qu'elle contient sont éparpillées dans une sphère. La Voie lactée et M31 n'existent plus. Cette collision ne perturbera pas les orbites des planètes au sein du système solaire. Si la gravité des étoiles de passage peut détacher des planètes dans l'espace interstellaire, les distances entre les étoiles sont si grandes que la probabilité que la collision de la Voie lactée et d'Andromède cause des perturbations à un système d'étoiles donné est négligeable. Bien que le système solaire dans son ensemble puisse être affecté par ces événements, le Soleil et les planètes ne devraient pas en être dérangés. La nouvelle galaxie voit apparaître une nouvelle flambée d'étoiles. Mais le peu de gaz restant étant rapidement consommé, la formation d'étoiles s'arrête et la nouvelle galaxie s'éteindra doucement, à mesure que ces nouvelles étoiles mourront. Dans 5 milliards d'années, le Soleil quitte sa séquence principale et commence sa transformation en géante rouge après avoir épuisé les réserves d'hydrogène de son noyau. L'énergie libérée lors de la fusion des noyaux d'hydrogène dans le cœur du Soleil alimente l'agitation frénétique de vives particules qui exercent une puissante pression vers l'extérieur. C'est grâce à cette pression que le Soleil gonfle
et qu'il ne s'effondre pas sous son propre poids. Jusqu'à présent, cet équilibre se maintenait, mais aujourd'hui, à 5 milliards d'années, ce n'est plus le cas. Même si le Soleil regorge encore de noyaux d'hydrogène, il n'en a quasiment plus dans son cœur. La fusion de l'hydrogène produit de l'hélium, qui a des noyaux plus lourds et plus denses que ceux de l'hydrogène. C'est au cœur du Soleil que la température est la plus élevée, de l'ordre de 15 millions de degrés Celsius. La fusion de l'hydrogène en hélium requiert 10 millions de degrés. En revanche, la fusion de l'hélium nécessite une température de l'ordre de 100 millions de degrés. Le Soleil n'approche en aucun point ce seuil. Par conséquent, à mesure que l'hélium remplacera l'hydrogène dans le cœur, la réserve de combustible pour la fusion diminuera. La pression issue de la production d'énergie va décliner et la gravité va l'emporter, entraînant une implosion du Soleil. Au fur et à mesure que sa gigantesque masse s'effondrera sur elle-même, la température du Soleil va augmenter de manière considérable. Malgré cette pression et la température extrême, la fusion de l'hélium n'est toujours pas possible, et l'hydrogène enclenche alors une seconde phase de fusion au sein même d'une fine couche autour du cœur de l'hélium. La fusion de l'hydrogène se produisant à un rythme démesuré, la poussée se produit alors de manière bien plus intense que précédemment. Le Soleil va enfler jusqu'à atteindre des proportions colossales, atteignant plus de 100 millions de kilomètres de diamètre, soit presque 100 fois son diamètre actuel. Se transformant en une géante rouge puissante, il deviendra des milliers de fois plus lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui. Il quitte alors sa séquence principale pour devenir une géante rouge. Bien évidemment, les planètes du système solaire vont subir directement ce changement. Le Soleil, de masse diminuée, exerce une attraction gravitationnelle moindre, ce qui permet aux planètes de migrer sur des orbites plus lointaines. Les planètes vont-elles seulement suffisamment loin afin de gagner la course contre l'augmentation du diamètre du Soleil ? Mercure perd la course, avalé par le Soleil et brièvement vaporisé. Mars, qui gravite plus loin, s'en sort sans encombre. Vénus a de la chance, le Soleil s'arrête de gonfler juste avant d'atteindre sa nouvelle orbite. Et dans le même temps, la Terre est également épargnée. Les conditions y sont néanmoins fondamentalement différentes. La Terre et Mars sont en rotation synchrone avec le Soleil. La température moyenne atteint désormais plusieurs milliers de degrés. À quoi ressemble aujourd'hui un lever de soleil vu de la Terre ? À la place d'un joli disque jaune chaleureux et égayant, prend place un gigantesque cercle de couleur rouge s'installant lentement au-dessus de l'horizon. Mars ne tardera pas à connaître le même sort que la Terre. L'atmosphère commence à se réchauffer. Les potentielles formes de vie sur cette planète ne résisteront pas à plus de 1 milliard d'années supplémentaires. Désormais, 2 nouvelles orbites prennent place dans la zone habitable de notre système solaire. Les orbites de Jupiter et de Saturne. Bien qu'aucune des 2 planètes ne soit pourtant propice à accueillir la vie, que ce soit Jupiter avec de l'eau dans ses nuages ou Saturne étant complètement constitué de gaz, leurs lunes respectives pourraient devenir des lieux propices à l'apparition d'une forme de vie primitive dès lors que les températures auront remonté. Ainsi, des organismes simples pourraient voir la vie en surface sur Encelade ou Titan, les lunes de Saturne, ou Europe, la lune de Jupiter. La plus grande partie de l'atmosphère terrestre sera progressivement perdue dans l'espace. La surface de la Terre se transformera en un océan de lave, avec des continents flottants composés de métaux et d'oxydes métalliques, ainsi que des icebergs de matériaux réfractaires. La température de surface augmentera considérablement, dépassant les 2000 degrés Celsius. Alors âgée de plus de 12 milliards d'années, la phase d'expansion la plus rapide du Soleil en tant que géante rouge se produira lors de ses étapes finales, dans 7,4 milliards d'années. À ce stade, il est susceptible de s'étendre suffisamment pour atteindre un rayon maximal d'environ 1,2 unités astronomiques. Le Soleil aura perdu plus d'1 tiers de sa masse actuelle qui se sera dispersée sous la forme d'un vent solaire intense. Cette perte de masse amènera les orbites de chaque planète à s'agrandir considérablement.
En considérant ce phénomène, Vénus et la Terre pourraient sans doute échapper à l'incinération. Mais d'autres études suggèrent que les deux planètes seraient quand même absorbées à cause des interactions de marée avec les gaz ténus de l'enveloppe extérieure dilatée du Soleil. Les prévisions concernant la fin de notre planète sont donc assez sombres. L'interaction gravitationnelle de la Terre avec l'atmosphère externe du Soleil entraînera une diminution de l'orbite terrestre. L'effet de traînée de la chromosphère du Soleil réduira progressivement l'orbite de la Terre. Ces effets compenseront en partie la perte de masse du Soleil, ce qui rend probable que le Soleil finisse par engloutir la Terre dans environ 7,59 milliards d'années. La traînée atmosphérique du Soleil peut également provoquer la désintégration de l'orbite de la Lune. Lorsque l'orbite de la Lune se sera rapprochée à une distance de 18 470 km, elle franchira la limite de roche de la Terre, ce qui signifie que les forces de marée exercées par la Terre briseront la Lune, la transformant en un système d'anneaux. La plupart de ces anneaux orbitaux commenceront à se décomposer et les débris résiduels impacteront la Terre. Par conséquent, même si le Soleil n'engloutit pas directement la Terre, il est possible que la planète se retrouve sans Lune. Mais la trajectoire décroissante de la Terre vers le Soleil peut éliminer le manteau terrestre, ne laissant que son noyau. Finalement, le noyau de la Terre sera également détruit 200 ans plus tard. Selon ce scénario sombre, la géante rouge du Soleil détruira simplement la Terre, qui s'évaporera dans l'atmosphère solaire chaude et cessera d'exister. Toutefois, l'histoire du Soleil sous sa forme de géante rouge ne s'arrête pas là. Alors que les noyaux d'hydrogène continuent de fusionner autour du cœur, il affluera davantage d'hélium au centre et la température grimpera encore de plus belle. Le cycle sera alimenté, la fusion de l'hydrogène dans la coquille autour du cœur s'accélère et le déluge d'hélium au centre s'intensifie. Cette phase durera 500 millions d'années avant de voir le cœur atteindre, enfin, la température nécessaire à la fusion de l'hélium, processus produisant du carbone et de l'oxygène. Cette transition de la fusion de l'hydrogène à celle de l'hélium est marquée par une éruption spectaculaire durant laquelle le Soleil se contracte jusqu'à adopter une structure plus constante de sous-géante. Ce nouvel équilibre est de courte durée, puisque 100 millions d'années plus tard, de la même manière que l'hélium avait déplacé l'hydrogène, les noyaux de carbone et d'oxygène chassent l'hélium du cœur en direction des couches voisines. La combustion de l'oxygène et du carbone requiert désormais des températures plus élevées, au moins 600 millions de degrés Celsius. Cette fois-ci, le cœur n'atteindra jamais la température requise permettant de faire repartir les réactions nucléaires. Sa masse n'est pas assez élevée pour atteindre des températures permettant la fusion des noyaux de carbone et d'hydrogène en éléments plus lourds et plus complexes. La combustion de la coquille d'hélium se poursuit et le cœur continue de se contracter jusqu'à ce que le principe d'exclusion de Pauli stoppe l'implosion. Ce mécanisme quantique intervient comme une répulsion. C'est comme si les électrons refusaient d'être comprimés davantage, entraînant la fin de la contraction du Soleil. Les couches externes continuent de s'étendre et de refroidir avant de se retrouver dispersées dans le cosmos. Il ne reste qu'une boule de carbone et d'oxygène d'une densité ahurissante, nommée naine blanche. Elle continuera à briller encore quelques milliards d'années. Les réactions de fusion cesseront puisque la température n'est plus assez élevée. L'énergie thermique du Soleil sera doucement dissipée dans l'espace, laissant un sombre globe froid. Dans 9 milliards d'années, le Soleil, d'une masse égale à 54% de sa masse actuelle, devient une naine blanche composée de carbone et d'oxygène. Notre Soleil est maintenant mort, et son cœur est mis à nu. Son pouvoir d'attraction sur les corps en orbite, comme les planètes, les comètes et les astéroïdes, se sera affaibli à cause de sa perte de masse dans les étapes précédentes. Toutes les orbites des planètes restantes vont s'étendre. Si la Terre est encore présente, son orbite est maintenant 2 fois plus éloignée que l'orbite que nous connaissons aujourd'hui. Toutes les planètes deviendront sombres, glacées,
et complètement dépourvues de toute forme de vie. Elles continueront à orbiter autour de leur étoile, leur vitesse étant réduite en raison de l'augmentation de la distance au Soleil et sa gravité réduite. Plus de 4 milliards d'années plus tard, la naine blanche qu'est le Soleil s'est refroidie jusqu'à une température de 2000 degrés. Sa luminosité tombe en dessous de 3 milliardièmes de son niveau actuel. Sa chaleur n'est plus mesurable. Il est désormais invisible à l'œil humain, tant son rayonnement est faible et noyé dans celui du fond diffus cosmologique. Le Soleil passe de la structure de naine blanche à celui de naine noire petit à petit. Les perspectives de la destruction de notre planète ne relèvent pas simplement de spéculations, mais reposent sur des prédictions solides basées sur nos avancées scientifiques. Bien que nous ayons connaissance du futur lointain de la Terre, c'est à nous qu'il incombe de façonner l'avenir à court terme. Cette perspective soulève des questions fondamentales sur le devenir de la vie sur Terre et sur notre responsabilité en tant qu'espèce consciente de ce futur potentiel. Il est crucial d'approfondir nos connaissances scientifiques, de développer des stratégies de préservation de l'environnement et d'explorer des solutions innovantes pour préserver la biodiversité et la durabilité de notre planète. Bien que cette échéance puisse sembler lointaine à l'échelle humaine, elle reste néanmoins une réalité inéluctable dans le cadre de l'évolution naturelle de notre système solaire. Comprendre ces phénomènes et leurs implications nous permet de mieux apprécier l'importance de la préservation de notre milieu et de l'exploration de nouvelles voies pour assurer un avenir durable pour les générations à venir. Cela représente le rêve ultime d'une société instruite scientifiquement et constitue notre unique espoir de repousser aussi loin que possible la menace imminente qui pèse sur nous, à savoir l'extinction de l'humanité.